Bonjour à vous ODF Note, ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Je suis Gilles Thomas, créateur et directeur d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde, qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au sommaire de cette édition, les informations importantes présentées par nos collaborateurs et reporters d'ODF TV internationaux, suivi de l'anecdote du reporter, de l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Alors, cher ODH Note, c'est encore un plaisir. J'ai avec moi nul autre que Yann Vadnet, directeur du GARPAN, et un collègue aussi à moi. Écoutez, c'est vraiment énorme tout le travail que Yann a accompli. Si tu peux nous parler un peu maintenant du GARPAN, puis cette année, qu'est-ce qui se passe au GARPAN, puis à quoi le public français va pouvoir avoir droit cette année avec nous? Ben, cette année, l'année achève pas mal. Ouais, on a fait beaucoup de choses. Oui, effectivement. D'ici la prochaine année, de nombreux projets. On s'est fait aborder par des ufologues français notamment. On va publier des nouveaux livres. On organise un congrès l'an prochain. Notre bilan 2017 qui va sortir, qui fait fureur pour les gens qui finalement le regardent comme il faut. Alors on continue nos investigations, toujours à l'écoute des témoins, toujours aussi assidus à faire des travaux concrets puis à les publier. Absolument. Puis aussi de l'humilité à deux égards. L'humilité que plus qu'on en sait, moins on en sait. Puis d'autre part, plus on est en contact avec d'autres ufologues, ou ceux qui ont de l'expérience, plus on se rend compte qu'on fait partie d'un tout. Puis c'est ça qui préoccupe. Yann, un gros merci encore une fois. Pour cette nouvelle édition de Culture OVNI, je vous partage un court entretien avec Carlo Di Lita, que j'ai rencontré au cours d'un congrès ufologique à Torriglia, Ligurie, Italie. Bonjour Carlo, je voudrais savoir depuis quand vous vous intéressez à l'ufologie. Allora, l'ufologia come avvistamenti dall'età di 5 anni. Ho iniziato ad occuparmi attivamente con conferenze, ricerche, come scrittore, condividendo articoli, dal 2011. Fino al 2003. Era il settembre, l'inizio di settembre 2003. In quell'anno vivevo a Londra. Stavo rientrando dal lavoro verso casa. A Londra ci sono 4 aeroporti. A me è sempre piaciuto guardare il cielo. Quella sera, intorno alle 21:30, proprio guardando 2 aerei provenienti da 2 aeroporti differenti che sembravano incrociarsi, in mezzo vedo apparire un oggetto discoidale. Ad occhio nudo è difficile stabilire la distanza, la dimensione, ma era un qualcosa di enorme che probabilmente non ho mai visto così grande, con un diametro, non voglio esagerare, intorno ai 50 metri. Io inizio a schizzare, a correre per le scale per andare da un amico e fargli vedere anche lui quello che stavo vedendo io. Il tempo di arrivare, meno di un minuto, alla porta del mio amico, busso, lo chiamo Anthony, esci fuori, cosa è successo con lui? Ci giriamo, l'oggetto, in meno di un minuto, che era ad una quota bassissima, probabilmente sotto i 1000 metri, è gigantesco, si trova, si vede in una forma molto più piccola, molto più lontana, e il tempo anche lui di dire cos'è quella cosa e l'oggetto sparisce. Au cours de votre conférence, vous avez parlé de certains cas. Y en a-t-il un qui vous a particulièrement marqué et dont vous voudriez parler? Allora, un caso che voglio parlare di un mio avvistamento era il 15 giugno del 2012 a Rimini, giorno dell'eclissi di Luna. Vedo un UFO a forma di cubo roteare su se stesso sul lato sinistro della Luna, la parte visibile della Luna. Lo stesso oggetto, dopo un giorno, lo vedo fuori casa mia, sulle 3 del mattino. Esco fuori, era una notte molto calda, afosa, non riuscivo a dormire. Esco un attimo fuori per prendere un po' d'aria. Alzo gli occhi, mi viene distinto guardare su, vedo lo stesso oggetto muoversi nel cielo a bassissima quota
in un movimento che non avevo mai visto prima di allora, lentamente da destra verso sinistra, come a disegnare una scrittura. Da questo video ci sono più di 800 fotogrammi, in alcune immagini stanno uscendo dei simboli, delle lettere che ricordano l'alfabeto e sembra descrivere un codice antico. Je vous remercie, Carlo, d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Carlo Di Lita est un ufologue et auteur dont vous voyez son livre. Je tiens à remercier pour la traduction Éric Zurcher, ufologue, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France. Rémi, dis donc, Oui, que fais-tu là maintenant? je suis en train de coller une affiche sur un panneau d'affichage qui est prévu à cet effet, sur une affiche OVNI appel à témoins sur la région de Charbuy. Voilà. C'est-à-dire que je colle beaucoup d'affiches, comme il y a eu les élections, il y en a beaucoup qui ont été recouvertes, donc je reprends une campagne d'affichage maintenant, à partir de maintenant, sur tous ces panneaux d'affichage où je collais mes affiches. Voilà. Donc voici une affiche qui a été collée en espérant que des gens s'arrêteront, la verront le mot OVNI, ne serait-ce que le mot OVNI, s'arrêteront prendront mes coordonnées et puis me contacteront. Voilà. Et ces affiches, je veux dire ces appels à témoins donc sous format papier, t'apportent-ils plus de témoignages qu'un appel à témoins numérique? Oh oui, peut-être bien, oui. On peut dire ça. Hein. J'ai eu les trois quarts de mes témoignages qui m'ont été rapportés, c'est comme ça que je les ai eus. Ah oui, j'en ai eu beaucoup, hein. Beaucoup. Et est-ce que tu incites les autres groupes, les autres associations dans les départements, régions à faire ces campagnes d'affiches, d'appels à témoins, donc à l'ancienne? Oui, il ne faut pas hésiter, hein, parce que ça marche très bien. Hein. En tout cas, dans Lyon, ça marche très bien. Hein. Que vous colliez une affiche sur un panneau d'affichage, que vous mettiez une affiche OVNI appel à témoins sur la vitre de votre voiture, et puis que vous vous promeniez un petit peu partout. Vous vous arrêtez sur un parking d'un grand supermarché, quelqu'un qui voit ça, il le lit. Généralement, vous voyez beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui le lisent. Vous approchez d'eux, vous leur dites tout simplement: est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Et des fois, vous êtes surpris de la réponse et la personne vous répond de manière affirmative. Et elle vous donne un témoignage. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Faut pas hésiter à aller voir les témoins. Par exemple, quand vous êtes dans un village, que vous avez à peu près l'endroit précis où s'est passé le phénomène, faut pas hésiter à contacter les gens qui sont aux abords de ce lieu où s'est passé ce phénomène, et puis de leur demander s'ils ont vu quelque chose auparavant, ou au moment où le phénomène a eu lieu, etc. Et discuter avec eux, et des fois c'est en discutant avec eux, dans la discussion, qu'ils vous apportent des informations très intéressantes. Voilà, alors des fois vous faites chou blanc, hein, vous n'avez rien, bon, mais c'est pas du temps perdu, c'est du travail, c'est le travail de base. Eh bien, merci Rémi pour tout ce que tu fais en campagne d'affiches, d'appel à témoins, en démarche auprès des citoyens, des communes, pour voir s'ils ont vu un phénomène insolite ou des phénomènes insolites dans le ciel, et ainsi cartographier, comme le faisaient dans le temps donc les anciens groupes d'enquêteurs, cartographier, mailler le terrain ou le territoire de Lyon. Merci à toi Rémi, au nom de tous les ufologues. Merci à toi Gilles. Passons à présent à l'actualité des observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au Canada, le 16 septembre, en Colombie-Britannique, à Kamloops, observation d'un ovni de forme ovale. Le 17 septembre, dans l'Alberta, à Edmonton, observation d'un disque lumineux de couleur blanc pendant 3 à 5 minutes. Le 20 septembre, dans l'Ontario, à Port Lambton, observation d'un ovni en forme d'œuf et de couleur orange. Le 23 septembre, en Colombie-Britannique, à Coquitlam, observation d'ovni. Le 27 septembre, dans l'Alberta, à Banff, observation d'une lueur de couleur pourpre. Le 29 septembre, dans le Manitoba, observation d'un ovni de forme ovale et de couleur orange. Le 30 septembre, dans l'Ontario, observation d'un ovni de forme ovale et de couleur blanc. Le 15 octobre, en Colombie-Britannique, à Victoria, observation d'un disque volant. Le 16 octobre, dans l'Alberta, à Edmonton, observation d'un disque volant pendant 5 minutes.
Au Mexique, le 22 septembre, à Tijuana, à 4h30 du matin, observation pendant 20 minutes de lueur. Au Danemark, le 12 septembre à 19h17, observation d'un ovni en forme de diamant. En Inde, le 12 septembre à Khammam, observation d'un disque volant de couleur vert à 20h30. Et en Australie, le 13 octobre à 12h30, à Pendle Hill, observation d'un cigare volant pendant 2 minutes. Mais retrouvons dès à présent notre correspondant du Québec, Jean-François Primo, reporter pour ODH TV, qui s'est rendu à une manifestation ufologique dernièrement. Il va vous en parler à présent. Chers ODH Notes, bonjour, mon nom est Jean-François Primo. Je vous invite aujourd'hui à l'hôtel Salman pour ce 4e congrès ufologique du Québec. Alors sans plus tarder, je vous présente une panoplie de conférenciers super intéressants les uns que les autres. Alors s'il vous plaît, veuillez me suivre et découvrir avec moi ce congrès ufologique. Elle fait des relations avec le monde des extraterrestres, mais aussi, surtout, avec des choses qui ont été reconnues parce qu'il y a eu des témoins, des lévitations. André Pillot flottait entre les avions allemands. Il faut le faire, là. Il flottait dans les airs à la hauteur des avions allemands. Daimon, ça fait penser au mot démon. À vrai dire, ça va être une conférence sur l'Antiquité, outre être un ufologue, et bien avant. Les plus ufologiques de l'Antiquité gréco-romaine, et surtout une notion philosophique. Et ce que je veux présenter aujourd'hui, c'est intéressant dans le sens que la plupart du temps, les gens qui vous parlent de la philosophie grecque ou de Platon ou des daimons, ce sont des spécialistes en philosophie, alors ils n'ont jamais l'optique ou l'horizon ufologique. Alors, chers ODH Notes, c'est encore un plaisir de vous montrer les différents conférenciers de la journée. D'ailleurs, j'ai avec moi nul autre que Yann Vadnet, directeur du Garpan, et un collègue aussi à moi. Yann, conférence super intéressante sur les daimons. Eh oui, je décompresse de ma conférence. C'était une conférence qui se voulait ufologique, mais qui était plutôt historique et philosophique. C'est important de revisiter la notion de daimon dans un sens ufologique, parce que c'est une des notions qui ressemble le plus. On l'a bien vu avec les extraits que j'ai lus. Lorsqu'on lisait des extraits de Apulée, ou de Calcidius, ou de Plutarque, on pouvait voir en filigrane des témoignages tels qu'on les reçoit nous-mêmes au Garpan. Mais lui aussi reprend les attributions des daimons. Il dit, ben oui, ce sont les daimons qui, bien souvent, sont là pour la guérison des malades. D'autres daimons fixent l'incertitude de ceux qui sont en perplexité. Alors, si vous avez beaucoup de questionnements, peut-être que vous allez avoir une réponse. Yann, ramène-nous sur le lien vraiment entre les observations ufologiques puis les liens avec dans l'évolution. Comment on pourrait traiter ça un peu là, entre les observations physiques que les gens font dans cette ère-ci et toute cette information-là dans le passé qu'on ne connaît pas. Là. Qui était recluse à la mythologie, au folklore. C'est pour ça aussi que c'est rare que c'est rare d'une part, puis très commun que les ufologues ressortent des mythes, tout cela, mais abordé d'un point de vue conceptuel tel que je l'ai fait. Ça a permis de revisiter des témoignages qu'on retrouve très très rarement dans des livres ufologiques, puis à vrai dire, pour répondre à ta question, c'est qu'en toute bonne recherche scientifique, on procède par hypothèse qu'on va vérifier. Alors, il y avait 2 hypothèses à vérifier avec cette conférence. Une était demandée par Richard. Il voulait une confirmation si c'était vrai que dans le passé, c'est un petit peu comme de nos jours, que les ovnis les phénomènes ufologiques annoncent une décennie à l'avance des phénomènes qui vont venir. Comme au niveau technologie. Alors, c'est inconcluant pour ce qui concerne le passé. Manifestement, on a bien vu que le langage qu'ils utilisaient, leur type de métaphore, on peut bien voir qu'il semble y avoir quelque chose d'ufologique là-dedans, mais c'est pas du tout le langage des témoins de nos jours. Et penses-tu que aborder ce sujet-là puis le mettre en pratique pour avoir un impact direct sur le travail sur le terrain? Pas nécessairement. OK.
OK. Donc, se taper tous les livres que tu as cités tantôt ne va pas nous aider nécessairement à devenir de meilleur enquêteur ou même de trouver une explication quelconque pour un témoin. Non, c'est plate, Ok. hein? Je ne crois pas. Dans le sens, c'est correct pas de pour le les dire. investigateurs, Ok. mais par contre pour les chercheurs, pour les penseurs, les spéculateurs. Par contre, ça, c'est essentiel d'avoir des notions qui se rapportent à l'ufologie d'un autre terreau civilisationnel. Parce que le monde des Grecs de l'Antiquité, c'est une autre mentalité, c'est un autre langage, c'est d'autres référents. Fait que comprendre les différences permet de mieux comprendre nos propres caractéristiques. Alors, Bob Hopkins, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui a lancé beaucoup l'étude de ce phénomène. Il a écrit des livres, Missing Time en 81, Alien Shooters. Il y a eu un impact assez important sur toute cette recherche. C'est un monsieur qui a une formation au niveau des arts. Et il a influencé deux chercheurs en particulier. John Mack, qui était un psychiatre formé à l'université d'Harvard. Donc, c'est pas rien là, comme formation. C'est quelqu'un qui avait 60 ans quand il a rencontré Bob Hopkins, qui a dit, moi, je fais de la recherche sur ça, dans la région de New York, mais je pourrais t'envoyer des gens qui vivent le phénomène de l'abduction, de l'enlèvement, et j'aimerais que tu regardes ça. Alors lui, c'est quelqu'un qui a une grande crédibilité, parce qu'il était psychiatre, il avait dans ses 60 ans, il était professeur à Harvard. Donc, il a fait une étude intéressante dont je vais vous parler. Il y a aussi David Jacobs. Alors, cher ODH Note, je suis présentement avec Julie Bélanger, qui pour le Garpan. Donc, Julie, écoute, comment tu trouves ta journée aujourd'hui? Ben, c'est une super journée, ouais, ça a bien commencé. C'est sûr que moi, je suis plus en retrait à la table de livres, mais je peux dire que notre journée, au niveau de ce qu'on a comme vente, a bien commencé. Ouais. Parfait. Je sais que le Garpan, cette année, a quand même eu une très large éventail de livres. Est-ce que tu peux nous en parler quelque peu? Et est-ce que tu peux nous mentionner des titres super intéressants que les gens vont pouvoir se procurer sur le site du Garpan? Oui, OK. Ben, on a celui qu'on a parlé récemment, assez souvent, c'est les 50 ans d'ufologie civile et Québec. Exactement. Qui est le livre vraiment qui fait une espèce de résumé finalement de qui sont les ufologues au Québec, comment ça a commencé, les précurseurs, les premiers, puis tout ça. Fait que, je pense que c'est un livre de découverte pour quelqu'un qui veut apprendre à connaître le domaine. C'est un bon départ finalement. C'est sûr qu'on a aussi, je peux jaser aussi des livres de Tesla qu'on a travaillé assez fort. Nikola Tesla, le fameux livre Le Mur de Lumière, qui est quand même un livre qui est exceptionnel sur énormément de points, qui est un excellent vendeur d'ailleurs au Garpan. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Le Mur de Lumière? Le Mur de Lumière, c'est sûr que moi, il est venu me chercher parce que j'ai beaucoup aimé apprendre que Tesla avait fait des recherches finalement cachées dans la forêt, en Mauricie. Donc, en Mauricie quand même, c'est quand même pas rien. Oui, qui avait réussi à transmettre de l'énergie libre à partir de la tuque jusqu'au Saguenay, vraiment à partir comme d'un bâton qui transmettait sans fil jusqu'au Saguenay. On parle de mur de lumière et d'ufologie. Quel lien on pourrait faire entre les deux rapidement? Oui, d'où vient, tu veux dire l'appellation du livre, Le Mur de Lumière? Oui, c'est très bon. À part le message des Vénusiens, mais quelle est la relation entre le travail de Nikola Tesla et l'ufologie en fait? OK, ouais, ben le point central, c'est sûr qu'il relie tout ça. C'est sûr que Tesla, ça le cache pas, que son inspiration est venue finalement de rencontres d'extraterrestres. Après ses rencontres avec les Vénusiens, particulièrement les Vénusiens, qu'ils les appelaient les Vénusiens. Ben après ça a déboulé finalement ses inventions. Puis ce qu'il a découvert dans leur vaisseau lui a fait aussi voir l'énergie d'une autre manière. On pourrait dire ça. Si on pourrait regarder un conférencier que tu as hâte de voir aujourd'hui, quel serait-il? Moi, j'ai hâte de découvrir Stan Deyo. Stan Deyo, quand même. Avec son livre La conspiration cosmique, qui est un classique que j'avoue, je n'ai pas lu, mais que je sais que c'est vraiment un classique de base, puis que c'est à connaître. Donc, moi, je vais faire une belle découverte tantôt, c'est ça. Julie n'est pas la seule à faire de belles découvertes. Nous allons aussi nous en faire. Vous allez aussi en faire à la maison tout au long de cette journée. Alors, Julie, merci beaucoup de ton temps. Super. Alors, on se retrouve tantôt pour un autre conférencier. Où il est possible qu'il y ait des phénomènes liés à la géologie, au microséisme ou séisme. Donc, partons à présent sur les chemins de la haute étrangeté en France.
Je retrouve à présent donc Rémi Fauchereau, ufologue, veilleur, président de l'association d'études des phénomènes aériens. Écoutez, j'ai eu la chance d'aller prendre le pouls un peu dans la salle, surtout la salle de conférence, et je suis avec Benoît. Comment ça va? Good. Écoute, parle-moi de tes impressions. Comment tu aimes le congrès jusqu'à présent? Beaucoup de congrès. Il y a beaucoup de sujets qui sont intéressants, puis les invités sont très bons. Alors ça aide beaucoup à l'intérêt de la journée en tant que tel. Qu'est-ce que tu aimerais de plus pour un autre congrès, mettons? En tant que tel, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres, mais tu sais, chacun aime ce qu'il a aimé. Alors c'est dur à catégoriser qu'est-ce qu'on pourrait demander. Moi, personnellement, comme je viens juste de le dire, j'aime ce genre de sujet-là que Stan Deyo a donné tantôt. Alors, tu sais, c'est plus des choses qu'on n'aurait pas entendues, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur Internet, qui se disent, puis qu'à un moment donné, tu sais, j'ai déjà entendu, mais là, c'est quelque chose de nouveau, tu sais. On a souvent l'impression que l'ufologie se répète un peu, puis même il y a tellement d'informations que juste valider les informations que tu donnes, franchement, même pour nous, les enquêteurs de terrain, c'est extrêmement difficile. Écoute, ben, merci beaucoup de ton temps, c'est super. Je te souhaite une bonne fin de congrès. Il faut avoir l'esprit, d'abord, que le phénomène existe. Fait que je vous montre quelques images, toutes des images du Québec, des enquêtes que nous avons fait nous-mêmes. Alors, c'est la conscience que j'ai lorsque je revisite les textes anciens au regard de la réalité actuelle des gens, souvent de nombreux témoins, comme ici en 1980. Richard est un ésotériste c'est une figure de proue de l'ufologie au Québec. Alors, c'est son 4e congrès consécutif. C'est la première fois qu'au Québec, il y a une série d'événements comme cela. C'est un rendez-vous annuel pour les ufologues qui viennent chaque année. Et puis, j'en suis satisfait dans le sens, c'est à l'image quand même de Richard, qui est un ésotériste d'abord et avant tout, il dit lui-même. Et puis, l'aspect ufologique qui est présenté aujourd'hui, c'est un petit peu moins garpagné comme nous. Absolument. C'est moins scientifique comme nous, moins... Mais ça fait du bien, on a besoin de ça aussi dans nos recherches. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est ce que je pense. Surtout quand il y a une aussi grande expérience derrière eux. Et puis, mélanger les divers discours, le discours ésotérique au discours spirituel, au discours scientifique, au discours d'investigation, au discours de recherche et la spirale continue. C'est vrai. Puis, parce que je crois qu'à un moment donné, on n'a comme pas le choix. Les mondes se rencontrent, autant le terrain, la spiritualité aussi, on n'a pas le choix. Tout s'en va vers ça. Donc je crois qu'en tant qu'ufologue, on se doit d'avancer tout le monde ensemble dans cette même direction. Maintenant, pour comprendre le phénomène extraterrestre, il faut bien sûr considérer le phénomène des petits gris qui vont enlever les humains pour faire différentes expériences génétiques. Est-ce qu'ils sont là pour envahir la Terre dans cette raison de faire, ou est-ce qu'ils sont partenaires? Alors, chers amis de ODH TV, on tire à la fin, en fait, le congrès est fini. Comme je vous l'avais promis, je suis avec le grand, le seul, Richard. Comment ça va? Où ça, le grand? Le grand, je cherche, là. Ben oui, ça vient de terminer, le congrès UFO 701. Déjà, ça a passé toute la journée. On avait même un invité qui, lui, était déjà demain. Oui, c'est vrai, en fait. Rox Sauquet, ben oui. Rox Sauquet, effectivement. Rox Sauquet, vous le connaissez bien en France, hein? Bon, alors, avec 6 heures de décalage, quand il était 10 heures ici, ben, chez vous, il était 4 heures du matin. Et puis, il était encore frais dispo, puis il nous a fait une très belle présentation. Satisfait du congrès aujourd'hui avec tout ce qui est arrivé, les invités, la conclusion surtout de ce fameux congrès-là. Hein, on a abordé beaucoup de choses, on a mis des points sur différents sujets. Es-tu d'accord pour dire qu'on n'a pas touché l'ufologie de la manière conventionnelle de l'ufologie? C'est vrai, mais je pense qu'on en avait de besoin, en fait. Je pense que les nuts and bolts, comme on dit, c'est correct. À un moment donné, il y a des prises de conscience qui se doivent être faites. Bon, c'est ça. On est passé à un autre niveau. C'est ça. Et je pense aussi qu'au DH TV, avec Gilles Thomas, là, il nous a fait une démonstration avec son petit clip vidéo là, de quelques minutes, très intéressant, ce qui montre la grandeur de la possibilité qu'on a avec Internet aujourd'hui de communiquer nos informations, notre démarche. Et je vous souhaite de nous retrouver comme spectateurs dans nos activités aussi, en nous regardant sur Internet, sur les YouTube. Effectivement. La planète est petite maintenant, et tous ceux qui ont un intérêt commun se retrouvent, quels que soient les pays, il n'y a plus de frontières.
C'est vrai. Et c'est drôle que tu mentionnes ça. Je milite beaucoup pour le travail entre équipes et le travail aussi entre ufologues à l'international ici. Et c'est la magie qu'on a avec Gilles Thomas aussi là-bas, c'est qu'on travaille beaucoup les ufologues sur le terrain via Internet. Donc, pour une fois, on a créé ce lien-là si fort entre le Québec et la France. Donc, juste pour ça, c'est vraiment un gros thumbs up pour le travail. Donc, moi, je suis très satisfait. Vous comprenez hein, le mot thumbs up? Bien sûr. C'était un great success. C'était un grand succès. Je suis content parce que quand les gens sortent à la fin d'un congrès, le grand sourire jusqu'aux oreilles, c'est signe qu'ils sont très contents, très satisfaits. Pour moi, c'était ça que j'espérais qu'il se produise aussi. Puis là, on se prépare pour le ESO 801 qui aura lieu le 31 mars prochain. Un autre rendez-vous, mais là, c'est dans de l'ésotérisme à proprement parler. Parfait. Donc, je vais le libérer rapidement parce que je pense que sa journée dans le corps. Encore une fois, mes chers amis. Puis là, c'est le wrapping time. Wrapping time, exactement. Est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Ouais, j'imagine que oui. On rappe, tout est dans la boîte. Fini, bonsoir. Oui, ça veut dire on ramasse. On ramasse. Donc, mes chers amis, ce fut un plaisir encore d'être avec vous. Ici Jean-François du Québec pour ODH TV, avec nul autre que Richard Glenn. Bonne soirée. Je tiens à remercier Jean-François Primo, reporter pour ODH TV au Québec et également enquêteur au Garpan, et également toutes les personnes qu'il a interviewées au cours de ce congrès UFO 701 de Montréal. Je remercie également Yann Vadnet, directeur du Garpan, et Richard Glenn, organisateur de ce congrès ufologique. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI dans le monde. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui partagent les vidéos d'ODH TV sur les réseaux sociaux et les forums, comme Claire et Stéphane Bescon, Georges Meunier, Polyèdre57, Laureline et tous les autres. Je vous donne rendez-vous en décembre 2017 pour la prochaine édition de Matin OVNI. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo, muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur ODH TV.